18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre Kinshasa direct avec trois invités. Principalement, ce sont des femmes, plus un homme. Il sera là. Celui-là, c'est Louis-France Kouzikissa, recensement de la population. L'opportunité, quand on sait qu'aujourd'hui, le DG a été reçu par Mbosso Kodia pour parler des recensements de la population, l'identification, ces sujets qui fait jaser. Nous allons en parler avec Louis-France Kouzikissa. D'ailleurs, lui sera notre dernier invité parmi tant d'autres. Marché central, Félix Tshisekedi d'accord avec sa réhabilitation. Belize Okonda, qui est chargé de la communication de l'Hôtel des Villes, avec elle on verra les contours liés à cette thématique. Le leadership féminin, un véritable défi, surtout de l'entrepreneuriat en Afrique. Nous aurons Dorcas Nzumba, elle est coordonnatrice aussi Femmes Leaders. Nous allons essayer aussi de parler de ce que ces femmes sont en train de faire pendant cette période dédiée à la femme. Bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Enfin, les États-Unis viennent de donner raison à Joseph Kabila qui, à son temps, a dénoncé les attaques de Zadef comme celles des terroristes. Dans un communiqué publié le 10 mars dernier par le département des États-Unis d'Amérique, reconnaît les groupes armés des forces démocratiques alliées responsables de massacres perpétrés dans l'est de la RDC comme un groupe terroriste affilié à l'État islamique Daesh. Identification de la population, cette question a été évoquée au cours d'un échange entre le président de l'Assemblée nationale et le directeur général de l'ONIP, Organisation nationale de l'identification de la population. Ceci intervient après l'alerte du président de la CENI sur l'organisation des élections de 2023 ainsi que la réaction de prélats catholiques sur le respect du délai constitutionnel de ce scrutin. Transfert d'une trentaine d'agents de police et circulation routière interpellés dernièrement par le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, suite aux tracasseries observées à travers les artères de la capitale. Ils seront jugés à l'auditorat militaire pour ces actes. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kidelo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Merci à vous, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera 20h à Béni, 19h ici chez nous. Déjà, notre tout premier invité, Madame Elise Okonda, on va parler de la réhabilitation du grand marché Zando. C'est-à-dire le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a donné son quitus. Alors, quels seront les contours? Quels sera certainement par rapport aux autres marchands qui sont au niveau du marché central des Andes? C'est tout de suite. Suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.télé50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est d'accord avec la réhabilitation du grand marché Zando. Nous allons en parler avec Madame Bélise Okonda. Bienvenue, Madame. Merci. Voilà, vous êtes chargée de la communication du gouverneur, Gentini Ngobila. Aujourd'hui, on s'attendait à ce que le président Félix Tshisekedi ne puisse pas donner son accord, mais à la grande surprise générale, il a donné. Qu'est-ce qui a milité pour que ça soit ainsi? Parler de surprise, je pense qu'il faut être de ceux qui s'étaient rangés dans le camp des vendeurs de vent, parce qu'il était clair que la situation dans laquelle se trouvait le grand marché ne pouvait pas laisser insensible toute personne épris de paix, toute personne qui aime son pays, toute personne, dirigeant soit-il, qui aime sa population. Donc le gouverneur Gentini Ngobila a été le premier à faire ce constat lorsqu'il est arrivé à la tête de la ville de Kinshasa. Il a dressé un diagnostic de tous les problèmes qu'il y a au niveau de la ville de Kinshasa et il a été interpellé par la situation du grand marché. Il est descendu plusieurs fois et je pense qu'il s'est fait le porte-parole de la population auprès de différentes institutions. Et il était important qu'à ce stade où les gens ne comprenaient pas la portée de la décision du gouverneur de la ville, que la plus haute autorité du pays, qui est donc l'institution président de la République, puisse descendre sur le lieu. Et en tout cas, ça ne pouvait être qu'autrement. Et voilà, aujourd'hui, l'histoire a donné raison. Le président s'y investit personnellement. Voilà, les inquiétudes de la population, c'est la durée que ça peut prendre, cette reconstruction de ce grand marché. Est-ce que la durée rassure-t-elle la population, rassure-t-elle les marchands qui sont? Je crois que si vous consultez les annales de la République démocratique du Congo, le Zaïre à l'époque, lorsque le grand marché a été construit, il a été construit pendant 2 ans, 2 ans et demi, parce que la première pierre a été posée vers 1968 et c'est en 71 que ce marché, je vais dire d'ailleurs presque 4 ans que ce marché avait pris en termes de construction. Et aujourd'hui, hier déjà, devant le président de la République, séance tenante, le constructeur l'a dit que c'est un ouvrage qui prendra 12 mois. 12 mois, tout compte fait, pratiquement une année pour avoir quand même un ouvrage digne de notre ville. Mais il n'y a pas eu un problème d'hésitation, de tergiversation. L'année passée, lors du confinement, le tout premier confinement, on avait aussi fermé ce marché. Et après, on a rouvert au grand public et puis on a encore refermé pour cette deuxième fois. Qu'est-ce qui a fait à ce que ce qui n'a pas été fait lors du premier confinement sera encore fait maintenant? Je crois que ceux qui ont suivi au travers les médias le récit du président de la République, on a bien compris qu'on avait en face de nous un chef d'État qui était au fait de l'actualité, ce qui se faisait au jour le jour par rapport à l'hôtel de ville concernant donc ce dossier était suivi à la lettre par le président de la République. L'année passée, il s'est agi donc d'une fermeture à la suite d'un confinement. La République démocratique du Congo, le 10 mars, a été frappée par la Covid, une pandémie qui avait frappé le monde entier et qui avait poussé donc les autorités, notamment le président de la République, à prendre une décision de pouvoir confiner la commune de la Gombe, qui était l'épicentre en fait de la maladie. Et le marché central de Kinshasa se trouve dans la commune de la Gombe. Et il était donc normal que l'hôtel de ville puisse profiter de cette occasion-là au moment où tous les commerçants, tous les occupants au quotidien de ce grand marché sont absents pour que l'hôtel de ville puisse procéder à l'assainissement, au nettoyage. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est de là que l'idée, en fait, de pouvoir réfectionner, parce que vous savez, lorsque vous débarrassez d'un lieu, vous pouvez découvrir les différents trous qu'il y a dans
dans tous les recoins. Et il était donc important, après avoir fait le diagnostic, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellent Gentilin Ngobila Mbaka, puisse penser à la réhabilitation. Mais seulement voilà que au bout de quelques mois, il y a eu la levée de la mesure du confinement, il y a eu beaucoup d'intoxication, des désinformations. Il y a eu certaines informations qui ont été distillées dans l'opinion, comme quoi le grand marché serait vendu, que voilà, c'était une manière pour la ville de pouvoir les chasser loin de leur lieu de négoce. Et il y a eu des protestations. Cette intoxication a créé tout ce que vous connaissez parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et c'est ainsi qu'il y a eu en fait un rétropédalage du côté de l'hôtel de ville. Un rétropédalage parce que l'autorité urbaine pensait que ceux qui estimaient qu'ils étaient quand même capables de pouvoir gérer ce grand marché pouvaient être à la hauteur comme des personnes responsables, mais que non, ce qui a été prouvé et ce que l'on a constaté 9 mois après, c'est en fait un retour en arrière parce que l'hôtel de ville s'attelait au jour le jour à pouvoir nettoyer ce grand centre de négoce. Et les personnes qui se sont dit être responsables gestionnaires de ce marché n'ont pas pu prouver la taille de leur responsabilité. Voilà pourquoi il fallait pour l'autorité urbaine. Il fallait donc taper du poing sur la table pour pouvoir revenir sur cette décision et voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et maintenant, la délocalisation, il y a les marchés, il n'y a plus beaucoup de gens à peu près. Et comment ça se fera la délocalisation La délocalisation a été déjà organisée depuis la période de confinement parce que lorsque le marché central a été fermé, on ne pouvait pas laisser les commerçants dans la rue. Le gouverneur avait déjà bien réfléchi avant le confinement. Pendant le confinement, il y a certains marchés qui ont été construits pour pouvoir accueillir les différents commerçants. Mais seulement, je vous l'ai dit, j'ai épinglé ici qu'il y a eu des informations qui ont été distillées dans l'opinion, dans les milieux des commerçants et qui pensaient qu'il ne fallait pas aller dans ces différents sites de relocalisation parce que c'était peut-être un piège. Donc il était important de pouvoir continuer la protestation et certains ont accepté de vendre dans la rue, une façon pour eux de pouvoir faire la pression sur les autorités. C'est ce qui explique que certains marchés ont encore, marchés provisoires, je veux dire, ont encore des étalages vides. Mais à ce stade, avec cette décision tranchée du président de la République, déjà depuis ce matin, beaucoup de commerçants accourent déjà vers ces sites de relocalisation. Voilà, ces sites de relocalisation. Une fois que les travaux vont prendre fin, est-ce que l'accès sera conditionné? Il n'y aura pas de conditions. Écoutez, pour accéder. C'est un site qui appartenait, vous avez votre maison, vous décidez de la modifier, vous dites que vous allez dormir à l'hôtel 4-5 jours après. Je pense qu'il n'y aura pas un miracle pour que vous puissiez récupérer votre maison parce que vous avez quitté cette maison juste pour réflexion. Là, on est bien d'accord. Donc, ce qui se passe, le marché central est en fait comme une entreprise à part entière. Il y avait un comité de gestion et le comité de gestion était composé des animateurs qui travaillaient en étroite collaboration avec des responsables de pavillons qui chacun a une liste bien connue, bien établie des différents commerçants, des différents marchands qui constituent le pavillon. Et lorsqu'il a été décidé donc la relocalisation, donc chaque chef de pavillon a été tenu à avoir une liste qui reprend tous les différents commerçants et les commerçants étaient relocalisés selon les différents pavillons. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'il cet ouvrage, donc le nouveau marché central sera fin prêt, donc ce sont ces listes-là qui vont être d'abord prises en compte, bien qu'il y aura encore un surplus de commerçants, parce qu'il faudra le souligner, qu'à ce stade, nous avons plus de 15 000 commerçants, 15 000, mais le marché qui va être construit va comporter va contenir environ 62 000 commerçants. 62 000 Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui sont sortis du grand marché, ceux qui ont abandonné leur étalage, n'auront pas beaucoup de soucis à pouvoir se trouver une place parce qu'il y aura encore d'autres commerçants et encore, faudrait dire qu'il y aura pas du coup 62 000 personnes qui vont vouloir venir vendre au grand marché. Oui, parce que là, vous parlez de rénover le grand marché. Lorsqu'il y a 15 000, regardez la crasse qu'il y a au niveau de ce marché. Mais déjà 62 000, vous ne craignez pas que l'insalubrité puisse encore battre son plein? Très cher journaliste.
Le grand marché de Kinshasa a été construit en 1971, je l'ai dit ici. Aujourd'hui, ça fait 50 ans. À l'époque, la démographie de la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa, allais-je dire, comptait environ 400 à 500 000 habitants. Et les étalages qu'il y avait dans ce marché, c'était 3500 étalages, ce qui veut dire que c'était proportionnel à la population. Aujourd'hui, avec la démographie que nous connaissons dans notre ville, ça fait qu'il y a eu quand même un incident sur le nombre de commerçants qui se sont versés au niveau du marché central, donc un nombre pléthorique. Donc ce qui veut dire que lorsque vous avez un endroit qui est exigu pour un nombre pléthorique, il est tout à fait normal que nous puissions connaître toutes les difficultés que nous avons eues. Et notez aussi que ces bâtiments sont vieux de 50 ans. Ils ont vieilli. Ils ont atteint un délabrement très avancé, des toilettes hors d'usage, qui n'existent même plus. Et c'était quand même assez difficile de pouvoir maintenir un endroit prévu pour 3500 personnes, le maintenir en état avec plus de 15 000 personnes. C'est quand même assez difficile. Mais avec 62 000, il y aura tous les différents services. Et là, par rapport à la taille de la population que nous avons aujourd'hui, et c'est dire que le gouverneur, en acceptant ce projet, en acceptant cette nouvelle configuration, a tenu compte de la proportion de la démographie de notre ville. Mais il y aurait un Libanais qui serait aussi propriétaire de certains étalages. Est-ce que ce problème a été réglé? Ça a été tranché. Le président de la République n'est pas passé par le dos de la cuillère. Après avoir entendu toutes les différentes parties, parce que le gouverneur, dans son mot d'introduction, l'a si bien dit très clairement au président de la République, il y a des personnes qui sont contre l'hôtel de ville, la décision du gouverneur, il y a des personnes qui sont pour la décision du gouverneur, et évidemment, les ficelles ont tiré les ficelles de part et d'autre. Donc le président a tenu à parler avec toutes les parties prenantes à ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, entre autres ce Libanais qui a été incriminé, parce qu'étant propriétaire de 104 magasins pavillonnaires, il y a eu beaucoup de remue-ménage, il y a eu beaucoup de contestations, de protestations de la part de certains, travailleurs du marché qui se reconnaissaient en lui en tant que patron. Donc il était clair qu'après avoir passé au peigne fin, après avoir écouté attentivement les revendications des uns et des autres, le président de la République a coupé court, M. Hassan, en tant qu'expatrié, mais qui a choisi la République démocratique du Congo comme sa seconde patrie, a été invité à pouvoir se tourner vers d'autres opérations économiques en dehors du marché central pour laisser ce problème loin de lui, parce qu'il était au centre de tous les querelles et tous les conflits qui sont nés. Au départ, vous n'avez pas eu peur lorsque vous aviez lancé cette opération d'assainir le marché, que toutes les contestations risqueraient de faire partir le gouverneur Gentini Ngobila? Vous savez, lorsque vous êtes droit dans vos bottes et que vous savez que votre cause est juste, il faut avoir le courage de pouvoir affronter les tempêtes. C'est ça aussi être dirigeant, c'est ça aussi être un leader. Un leader, c'est pas celui qui recule face à des tempêtes. Un leader, c'est pas celui qui tremble lorsqu'il y a le vent. Bien au contraire, c'est celui qui sait saisir le taureau par les cornes. Et c'est ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa a fait, parce qu'il savait que la raison qui l'avait poussé à prendre cette décision était tout à fait juste. Et aujourd'hui, le président de la République a dû justement appuyer cette décision du gouverneur. Merci. Merci beaucoup, Madame Belize Okonda. Vous êtes chargée de la communication du gouverneur Gentini Ngobila. Voilà, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, tout à l'heure, nous allons parler encore d'une autre femme, cette fois-ci le leadership et l'entrepreneuriat des femmes. C'est tout de suite. Suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous.
souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Les leaderships féminins, un véritable défi. Il y a certaines femmes qui se sont lancées dans le volontariat, d'autres dans l'entrepreneuriat, parce que c'est le mois de la femme. Elles ont fait parler d'elles. À l'instar de Dorcas Nzumba. Bienvenue, madame. Merci, monsieur David. Voilà, le 8 mars pour vous, vous aviez voulu marquer votre temps en allant certainement consoler ces veuves, ces femmes. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus poussé à poser de tels actes pendant cette période? Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Vous savez, aujourd'hui, comme j'ai toujours expliqué, notre projet donc, de cette ONG Action Plus, nous sommes là pour aider les mamans veuves ainsi que les personnes vulnérables. Alors, comme nous sommes pendant le mois de la femme, je peux dire, le 8 mars, moi personnellement, en tant que coordonnatrice, je préférais aller passer cette journée-là avec mes mamans veuves, je peux dire. Parce qu'elles sont là, donc je peux dire derrière moi, nous sommes là. Donc, je pris cette initiative d'aller vers elles, je peux dire, le 8 mars passé, notre journée ensemble. Donc, j'avais ce que nous avons prévu pour elles, c'était quelques pannes, vous avez vu, vous avez des images, donc on a donné des pannes. Les images sont en train de passer on a donné des pannes de vivre aux mamans veuves. En fait, je me suis dit que je devrais normalement passer cette journée-là avec elles parce que ce sont des mamans veuves du Mini. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, comme j'ai toujours dit, si une femme perd son mari, la femme là devient abandonnée à son propre ser, rejetée. Donc, il n'y a personne, voilà. Il n'y a personne. Alors, nous, l'ONG Action Plus, nous sommes là justement pour aider ces mamans veuves ainsi que leurs enfants, je peux dire, les orphelins. Voilà. Une fois que vous êtes descendu, et dans quel état avez-vous trouvé ces mamans veuves là? Aujourd'hui, vous dites qu'elles sont abandonnées, mais il y a certaines mamans, lorsque vous essayez quand même de le voir, ça suscite un espoir. Et vous, lorsque vous êtes allé au niveau de votre ONG Action Plus, comment avez-vous trouvé le moral de ces mamans? Monsieur Jean-David, vous savez, il y a des mamans veuves du Mini. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, comme vous avez dit, il y a des femmes veuves aujourd'hui. Une femme peut perdre son mari et elle a peut-être des enfants en Europe, je ne sais pas. Elle a des maisons, son mari l'a laissé des trucs. Mais nous occupons plus des femmes veuves du Mini. Mais pourquoi vous avez voulu d'abord cibler ces femmes veuves? Parce que Action Plus, donc vous concentrez seulement aux veuves, pas aux autres femmes. Oui, aux veuves. Pourquoi les Parce veuves? que, vous savez, non, il y a des ONG qui s'occupent des filles mères, je ne sais pas quoi. Mais nous sommes plus concentrés à aider les femmes veuves. Et c'est souvent de quoi? Et vous êtes intéressé beaucoup plus aux veuves seulement. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé pour que vous alliez vers ces femmes veuves? Je veux toujours entrer, ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, si une femme perd son mari, la femme là, je vous dis qu'on va la maltraiter. Il y a des femmes,
aujourd'hui, dès qu'elle perd son mari, donc, elle est dehors avec les enfants, elle est rejetée, abandonnée. Donc, moi, en tant que femme, je peux dire, cette situation-là, ça m'avait tué et ça m'avait fait... Donc, je me suis mis à leur place, en fait. Je me suis mis à leur place parce que nous avons des témoignages, il y a des femmes qui souffrent, donc qui étaient, je peux dire, avec les enfants dans de bonnes conditions lorsque le mari était là. Mais une fois le mari n'est pas là, la femme là, je vous dis, elle est rejetée, elle est abandonnée, je peux dire. Alors nous sommes là justement pour s'occuper de cette femme-là, je peux dire. Et ça fait combien de temps que vous êtes beaucoup plus lancée? Et quelles sont les autorités qui se sont beaucoup plus intéressées à vos actions? Moi, je peux dire, l'ONG Action Plus, c'est un projet qui date de très longtemps, mais c'est en 2021 que nous avons mis ça en application, je peux dire. Donc, c'était déjà un projet. Est-ce qu'il y a des décideurs qui s'intéressent à ça? Oui, nous avons quelques partenaires. Je veux profiter justement devant votre caméra pour appeler les gens de bonne foi, les gens de bonne volonté, les gens qui peuvent nous accompagner en fait, les gens qui peuvent aider le maman veuve qui souffre. Mais ces gens, David, vous savez, aujourd'hui, moi, je suis en train de faire un peu quelques descentes. Je parle avec le maman veuve. Je vous dis qu'il y a des mamans veuves, comme le 8 mars, déjà, nous étions à Tchangou, dans notre siège, qui se trouve sur l'avenue Manzanza numéro 7, dans la commune de Kimbanteke. Il y a des mamans veuves qui manquent 5 000 francs. Donc, pour elle cherche juste 5 000 francs pour commencer à vendre, je ne sais pas, le pain, je sais pas quoi, les légumes, tout ça. Donc, elle vous demande juste 5 000 francs pour commencer les commerces. Donc, il y a des mamans veuves qui souffrent énormément. Donc, nous, l'ONG Action Plus, nous sommes là justement pour aider ces mamans veuves-là. Et je vais en profiter devant votre caméra pour vous expliquer que l'ONG Action Plus, nous avons des projets. Comme j'avais dit l'autre fois, nous avons dans ce que nous sommes en train de faire, là, donner des vivres aux mamans, donner des pains, là, c'est parmi nos projets, je peux dire, à court terme. Donc, nous sommes là, nous prenons quelque chose à manger, nous leur donnons. Là, c'est projet à court terme. Mais à moyen terme, nous avons aussi des projets de créer des centres de formation. Nous avons des projets de créer des centres de formation en esthétique, en couture, en coupe-couture. Mais ces mamans veuves. Oui, les mamans veuves, nous avons les mamans veuves là, les mamans veuves ont des enfants, je peux dire. Les enfants de ces veuves là, ils peuvent venir apprendre. Ils peuvent venir apprendre comment coudre. À coudre, l'esthétique, à faire, je peux dire quoi, l'auto-école, tout ça. Donc, il y a des formations qu'on donne aux mamans veuves. Tous ces projets, ça nécessite des moyens. Avec quels moyens allez-vous lancer cela? Je vais arriver là, je termine d'abord. Et l'ONG a un projet encore à long terme. Le projet là, c'est quoi? C'est après avoir que ces mamans veuves, et parce que nous formons aussi, nous montrons aussi aux mamans comment fabriquer le pain, les gâteaux, les galettes, donc il y a des trucs là. Après avoir fini la formation là, nous, l'ONG, nous avons maintenant, je peux dire, nous avons encore un projet à long terme. Donc nous allons donner aux mamans veuves qui ont suivi la formation chez nous, je peux dire. Nous avons créé une sorte de microcrédit. Donc on va leur donner quelque chose pour qu'elles soient autonomes. Voilà. Voilà, pour qu'elles soient autonomes. Alors, moyen terme, long terme, ça demande des moyens. Oui, ça demande des moyens. Et tous ces projets, pour que ça naisse, pour que ça puisse prendre corps, il faut de moyens suffisants. Et vous aviez quels moyens? Ça demande des moyens, effectivement. Et qui est derrière vous? Personne n'est derrière moi. Vous me voyez, je suis seule. Je suis toute seule pour personne. Je peux dire... Qui vous soutient? Oui, je peux dire, nous sommes là pour demander justement aux partenaires, aux gens de bonne foi, parce que nous avons déjà quelques partenaires il y a des gens quand même de bonne foi, des gens qui ont un souci là d'aider les pauvres, les personnes diminuées, je peux dire. Donc, elles sont un peu, je peux dire, touchées. Elles contribuent déjà à quelque chose. Donc, mais ce n'est pas suffisant en fait. Donc, nous cherchons des partenaires, les gens de bonne volonté, de bonne foi, les hommes dédiés, les hommes politiques, tout le monde. Donc, toute personne qui se sent touchée, je peux dire intéressée, ils peuvent nous contacter. Nous avons un numéro de contact, avec votre permission. Je peux donner, c'est les +243
81 31 995. Plus 243 81 31 995. Là, c'est notre numéro de contact de l'ONG Action Plus. Donc, si vous nous appelez, vous allez nous contacter et nous donner tout ce que vous avez, parce que les mamans veuves, je vous dis, les mamans veuves du Mini, elles souffrent énormément. Donc, tout ce que vous avez, ça peut contribuer d'une manière ou d'une autre à aider quelques mamans veuves qui souffrent. Il n'y a pas d'organismes internationaux, parce qu'on voit certaines ONG qui naissent. Après, derrière ces ONG, il y a les organismes internationaux qui soutiennent. Vous, ce n'est pas le cas. Bon, il y a nous avons déjà quelques soutiens. Donc, il y a des organismes, il y a des gens qui nous contactent déjà. Mais c'est encore un processus, je peux dire. Voilà, c'est encore un processus. Voilà. Merci beaucoup, surtout de votre passage. Quand vous êtes descendu, pour vous, vous aviez voulu fêter la journée du 8 mars avec ces femmes veuves. Oui, j'ai voulu fêter, moi personnellement, avec toute mon équipe. Donc, nous avons voulu fêter, passer la journée du 8 mars avec le Maman Veuve. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a donné aux mamans veuves des pannes, de vivres pour que ces mamans-là, je peux dire, retrouvent un peu de sourire. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Dorcas Nzumba, de votre passage. C'est à moi de vous remercier. Voilà, surtout que pendant ce temps, le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme. Donc, que la femme puisse retrouver toutes ses vertus ainsi que toutes ses valeurs. On va changer de chapitre. Cette fois-ci, on va parler de la politique. On va parler du recensement. Un sujet qui fait jaser, un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce que ça sera possible d'organiser les élections sans un fichier général? C'est tout de suite là. Recensement de la population, l'opportunité ou pas. Monsieur Louis-France Kouzikissa, bienvenue. Merci beaucoup, estimé Jean-David Kilolo. Selon les directeurs généraux de l'ONIP, il faut pratiquement 2 ans pour l'organisation, pour avoir un fichier général. Oui, je voudrais ici rappeler que la question de l'identification de la population fait partie aussi des volontés, si pas de besoins réels, de la situation politique au regard de ce que nous voyons, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est congolais, qui ne l'est pas, nos éléments, mais aussi toutes les crises politiques que nous subissons après le résultat des élections viennent aussi par un nombre démographique douté d'un État. Je voulais rappeler que de par le monde, nous sommes le seul État qui n'a pas un nombre réel de son peuple, ce que nous appelons la démographie. C'est le seul pays qui n'a pas un budget réel. Ni budget, ni taux démographique, ni superficie réelle. Alors, en ces moments-là, vous ne pouvez pas prétendre être un État si vous ne savez pas votre superficie mesure de combien, votre peuple est de combien, votre budget est de combien. Mais vous vous appelez État, il y a des gens qui passent à la télévision pour réfléchir, mais ne pensant pas qu'il faut toucher de questions de fond. Je parle de la démographie.
Il y a ce qu'on appelle les exigences constitutionnelles. L'exigence constitutionnelle est issue de la volonté du pouvoir référendaire, c'est-à-dire du peuple congolais, qui a exprimé qu'à chaque 5 ans, il faut qu'il y ait un processus électoral. Les processus électoraux passent par l'ensemble de planifications techniques, matérielles, financières, excusez-moi, je voulais parler de la planification, pour aboutir à un processus électoral. On ne peut pas discuter de ça. Et si on pense qu'avant le processus électoral, le président de la République doit faire 80 000 voyages, c'est son droit le plus légitime parce qu'aucune loi ne l'interdit. Alors, lorsqu'il faut recenser la population, c'est ce que j'étais en train de dire, aucune loi ne l'interdit, mais en une seule condition. Qu'est-ce qui fait peur à la classe politique par rapport au recensement? Parce que le président n'a plus 2 ans, d'abord. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais c'est 2 ans, non, en 2020? Non, pas du tout. La dernière année électorale, on ne la compte pas. C'est une année de planification, de programmation et de la rationalité électorale. Mais ici, j'étais en train de dire, cher Jean-David, que lorsque vous pensez qu'il faut recenser la population, tout en réfléchissant sur les délais, la durée, la manière, la faisabilité, de manière à ce que vous ne puissiez pas dépasser l'exigence constitutionnelle qui est la tenue des élections en 2023. C'est la première question. La deuxième question, vous aviez soulevé une autre problématique réelle et rationnelle. Qu'est-ce qui fait peur? Mais nous avons des cas jurisprudentiels. Je vous rappelle que vous étiez déjà un journaliste patent de notre pays, que cette question du recensement de la population a fait tuer les Congolais. En 2015. En 2015. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que nous appelons en philosophie de communication l'intentionnalité communicationnelle. L'intentionnalité communicationnelle passe, parce que ça c'est Patrick Charodot qui l'a dit, que le discours, pour savoir la vérité du discours, vous avez besoin d'identifier la crédibilité du locuteur, le statut du locuteur, pour enfin savoir l'intention avec laquelle il communique. Ceci veut dire que si nous avions vu à l'époque l'improvisation du régime kabyliste qui avait voulu imposer le recensement, c'était 2 ans avant le processus électoral. C'était une année, en 2015, parce pratiquement, que l'élection c'était en 2016. 2 ans avant, voilà. Et on s'est lancé 2 ans et 1 année avant. L'objectif, c'était quoi? C'est de retarder le processus électoral. Est-ce que c'est aussi le même contexte? Absolument, c'est le même contexte. Nous devions faire le rappel des faits et contextualiser les faits pour ici responsabiliser et les individus et les institutions. Si à l'époque, l'IDPS, le président Tshisekedi, aujourd'hui chef de l'État, s'était opposé pour dire au stade actuel, il y a un retard accumulé pour aller dans le recensement de la population. Nous avions concédé. La population a marché, il y a eu des morts. Et nous nous étions dit que la question des élections est une question de vie ou de mort des Congolais. Vous pouvez faire le recensement comme vous voulez, c'est un droit le plus légitime. Et c'est même un besoin réel de l'État, mais tout en calculant la durée. On ne voudrait pas qu'on se serve de cette affaire pour un argument solide en 2023, pour dire que nous sommes dans le processus de recensement de la population qui n'est pas une exigence, qui n'est pas une urgence, j'allais dire. Parce que dans un État, il y a 3 éléments majeurs qui fondent, j'en arrive, je m'excuse, 3 éléments majeurs qui fondent la fonctionnalité d'un État. Vous avez l'urgence. Tout acte institutionnel, tout acte officiel passe par le principe d'urgence. Le deuxième principe, c'est ce que nous appelons la nécessité. C'est le principe sacro-saint qui impose à tout dirigeant visionnaire qui a un leadership assis et stable de réfléchir en termes de priorités. Les priorités, les urgences. Et enfin, j'étais en train de parler de la nécessité. Quelle est l'urgence? La nécessité est la priorité pour le recensement de la population. C'est le président de la République qui le sait. Et c'est le fameux DG qui le sait. Je voulais rappeler que c'est le même DG qui était à l'époque, qui nous a amené le même discours à l'époque de Kabila. Non, DG, il en sait là où ça nous a amené. Non, il y a eu à l'époque, il était DGA. Ouais, selon les informations qu'il y a eu, il y a eu son titulaire, mais il était quand même le répondant. Il était en train de participer dans la politique de la planification de cette Mais c'est beaucoup plus technique, non? C'est technique. C'est technique, mais quelle est l'urgence? Et par rapport à la technicité,
2 ans suffisent pour organiser La un démographie recensement. demande beaucoup de moyens, Jean-David. Oui, des moyens. Parce qu'il faut aller il faut jusqu'en au moins province. d'abord l'argent. Il faut 372 millions. de dollars. 372 millions dans un budget de combien? Si vous posez la question au président de la République, je n'ai pas l'intention de mal parler de lui, mais vous lui posez la question, le chef de l'État ne sait pas le budget de notre Congo. Pas parce qu'il n'est pas intelligent. Il est intelligent, mais parce que le budget n'existe pas. Ni moi, ni vous. Et le budget qui est au niveau de l'Assemblée nationale. Quel budget de combien? Parce que vous traitez de questions Il y a un techniques budget. de Il y a des Télé 50. budgets qui est là. C'est combien? Il y a un budget. Il y Oui, a un mais budget. c'est combien? Mais vous n'avez pas Parce qu'en suivi. principe, si Mais ils vous ont posez- voté les budgets, non? Non, ils ont les posé- budgets de le 10 président millions. vous a dit que 10 c'était millions un de budget dollars. d'abord de 11 millions. Le président lui-même a dit ça. Après 5 milliards, pardon, 11 milliards. 5 milliards, Ne 4 parlons pas du milliards. président. C'était un mensonge. Revenons. Oui, Non. c'est ce que je suis en train de dire. Ne parlons pas du président. Que c'est une Revenons. impulsion. Non, revenons au niveau du recensement. C'est ce que je suis en train Voilà, de dire. revenons La au niveau- responsabilité politique du président doit être engagée à tous les Écoutez. niveaux dans le fonctionnement de Non, la non, chaîne non, de l'État. écoutez, au niveau du recensement, Alors- jamais le président n'a parlé pour dire que l'organisation des élections serait liée par rapport au recensement. Je vous ai parlé de l'intentionnalité communicationnelle. Oui, mais ce n'est pas le L'un président. directeur général au stade actuel. Je voulais vous affirmer. Le directeur général, Je peux avancer. voilà, de l'ONIP. Aucun directeur général ne peut prendre une position aussi médiatique comme celle-là sans l'aval préalable du président de la République. Mais alors, où serait la séparation Il n'y a de pouvoir? pas... Oui, mais séparation de pouvoir, Oui, que le voulez-vous? président ne peut pas s'immiscer dans les affaires Non, à ce du que- à ministère ce de que je l'Intérieur. sache- Ça, c'est le ministère de l'Intérieur, Ah, normalement. le ministère de recensement. l'Intérieur Oui. fait partie de l'exécutif, Oui, dont le effectivement. président est le chef. Je crois que pour le pouvoir pour les présidents d'imposer une vision au ministère de l'Intérieur relève de ses compétences régaliennes. Maintenant, Et donc, ma maintenant, crainte, si c'est quoi? aujourd'hui on veut politiser cette affaire des recensements, Non, ça dit quoi? Ça veut dire que si l'intention est politisée, nous n'allons pas politiser, mais nous allons dévoiler l'intention. C'est ce que je suis en train de dire. Je vous rappelle que ce discours du report des élections a commencé il y a 3 mois. OK? Et c'est dans la plupart de mes frères que je salue au passage, de l'UDPS, qui ont soulevé ce débat-là. Qui ont dit que comme Kabila l'a fait, nous ne le ferons pas non plus parce que nous devons reporter les élections. Il y a des diligences prioritaires à privilégier pour l'État. C'est au niveau de cette intention. oui, mais ça, que ce nous sont faisons des une étude individus. comparative. Ce sont des individus. Aujourd'hui, c'est formalisé. Attention. Mais ce sont vous des savez, individus. vous êtes technicien en communication, vous savez que l'information naît de la rumeur. Mais On oui, ne mais néglige pas une rumeur C'est qui prétendant ne pas être une information parce qu'elle peut devenir une information plus tard. Et je vous rappelle qu'au Congo, ce sont des rumeurs qui deviennent des informations. Voici ce que le peuple peut retenir. Vous avez des millions à débourser pour le recensement de la population. Au stade où je vous parle, il y a des dizaines de morts à l'est du pays. Maintenant que vous voulez mobiliser l'argent pour les recensements, il y a le peuple qui meurt de faim en province. Nous sommes 4e pays ayant le taux le plus élevé de malnutris. Pendant qu'on va mobiliser des millions, il y a même, je vous dirais même, les gens, allez dans les marchés de Kinshasa, allez dans les différents magasins. Les taux, la stabilité économique en crise qu'il y avait à l'époque, mais c'est pire aujourd'hui. Et lorsque vous voulez mobiliser les moyens doivent répondre au principe de l'urgence, de la nécessité, de la priorité. Mais je rappelle ici, on soit posé la question, combien d'argent on a mobilisé déjà pour les élections de 2023? Comme gouverner, c'est prévoir. Je ne voudrais pas qu'on vienne en 2023 pour dire qu'on avait alloué les moyens pour le recensement de la population. J'ai ici rappelé que le recensement de la population n'est pas en soi une mauvaise thérapeutique. Mais la mauvaise chose vient quand? C'est lorsque l'objectif du recensement de la population est pour le report des élections. est-ce que... C'est ce que j'étais en train de vous dire, que déjà regardez, pourquoi ça devrait venir une année après? Une année après, plutôt les élections. Pourquoi? Ça aurait été mieux que le président avait tous les leviers du pouvoir, quelques semaines plus tard, on les voit se lancer dans cette affaire. On attend quelques années passées à la veille du départ du pouvoir, de l'organisation des élections, on nous improvise des choses. Le directeur général de l'ONIP précise que s'il commençait les recensements aujourd'hui, en décembre 2022, il y aura un fichier, il faut qu'on mette toujours le conditionnel, il y aurait un fichier général.
Ça, il l'a dit comme il met. Voilà. Et il viendra avec les excuses parce que nous il y aurait connaissons les un Congolais. fichier général. Bon, voici maintenant la crainte. Ça va lui prendre 2 ans. Pendant ces 2 ans, quels sont les mécanismes électoraux qu'on va mettre en place? Parce que dans l'entretemps... Parce que pour lui, il dit qu'il n'y a pas c'est d'amalgame. C'est ce que j'ai dit. Ils ne vont pas conditionner l'organisation des élections au recensement. Non, mais comment vous allez faire les recensements? Au même moment, le peuple doit s'enrôler. Oui, mais ça se fait. Il y a eu élection en 2018. Non, mais parce qu'il y a ceci. En 2018, il y a eu élection sans recensement. Pour aller dans un processus électoral, vous devez avoir un fichier démographique qui détermine le nombre réel de la population, de son taux de natalité et de mortalité. Mais si vous revenez aujourd'hui, vous posez la question, on sera en train de faire le recensement. Déjà, vous savez combien il y a plusieurs personnes qui ne s'enrôlent pas. Il y a des provinces qui ne se sont pas enrôlées, faute de temps. Combien ça va nous prendre? Parce qu'il le dit en estimant. Mais il ne sait pas qu'aujourd'hui, il y a des routes qu'on ne peut plus accéder au Congo. Depuis qu'il est venu, il ne sait pas, il n'est jamais allé dans le Grand Bandundu chez moi, à l'Équateur, dans les Kasaï pour voir dans de quelles conditions on va aller. Ça n'a rien à voir avec les recensements. Allez voir tout ça. Non, le recensement, comment on va le faire? Il faut aller village par village. Oui, mais ce n'est pas lui qui va aller. Non, mais j'ai dit ceux qui vont aller. Voilà, les Ils vont aller comment? Il y a des routes qu'on ne peut pas accéder. On va aller comment? Mais tout sera fait. Comment ça va? Par quelle magie? Tout sera fait avec le ministère du Budget et des Finances pour que tout soit balisé et que cela soit. Il y a beaucoup de problématiques déjà que le ministère du Budget et des Finances ne savent pas résoudre. Ici à Kinshasa, n'allons pas en province. Combien de routes sont abandonnées? Combien de routes? Des routes ici, d'usage commun. Combien sont abandonnées qu'on ne sait pas achever? Les ministères du Budget et des Finances sont où? On a abandonné des travaux. Les sauts des moutons ont pris combien de temps? Non, mais il y a beaucoup d'escroqueries politiques dans notre pays. Et nous, en tant que jeunes, on ne sait pas se lever pour ralentir le mécanisme d'escroquerie politique. Finalement, nous deviendrons tous victimes d'escroquerie. Alors, une fois qu'on politise cette affaire des recensements, et en même temps vous demandez les élections, comment on va aller aux élections? En 2018, comment on est allé aux élections? Mais il faut des bonnes élections. Oui, mais... Il faut des bonnes élections. Donc, si les élections... Des élections avec beaucoup plus de contestations. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, que les élections... Je fais un syllogisme en logique formelle que les élections de 2028 étaient de mauvaises élections. Non, je n'ai pas dit ça. Donc, c'était des bonnes élections ou des mauvaises élections? Konenanga a parlé, il a dit que c'était des élections un peu biaisées. Non, donc le président qui est issu de ces élections... Non, Voilà. Non, donc, n'allez pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. Voilà, n'allez pas là-bas. Je suis en train de dire ceci. Aujourd'hui, si on parvenait à politiser... Est-ce que je peux répondre? J'ai compris la question. La question n'est pas politisée. Nous avions dit ceci. C'est quand même bon de faire les recensements tout en tenant compte de la durée de l'exigence constitutionnelle qui est le processus électoral. Deuxième chose, nous avions dit ceci. Si on estime que les élections de 2018 étaient de mauvaises élections et qu'on doit aller aux bonnes élections de 2023, on doit aussi estimer que ceux qui sont issus des élections... Je m'excuse. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ceux qui sont issus des mauvaises élections ont été mal élus. Mais s'ils étaient bien élus, on va aller avec le même fichier parce que c'est une exigence. Mais si le président de la République pense qu'il peut organiser le recensement de la population et financer avant 2023, nous l'encourageons. C'est une bonne vision. Il a ma bénédiction. Mais que ça ne soit pas un argument de venir mentir les peuples que nous avions reporté les élections à cause du recensement parce que nous connaissons les intentions et les agendas cachés de la politique congolaise. Et pour terminer, tout ce qui se fait dans notre pays, nous avons le droit de nous impliquer directement, à distance comme de près. Mais pour la question du recensement de la population, c'est une question qui préoccupe, mais il y a des questions qui préoccupent plus que cette question du recensement. Donc pour vous, vous ne voulez pas qu'il y ait recensement? Non, je dis j'encourage, mais à une seule condition que ceci n'impacte pas négativement le processus électoral parce que le régime actuel n'aura pas 2 secondes du report. Nous avons des vidéos où le chef de l'État a rappelé... De toutes les façons, n'oubliez pas qu'il y a des conciliabules, tout pourra être négocié, tout pourra être parlé. Le président Tshisekedi, tous ceux qui sont à la maison ont un discours, une vidéo sur la tenue impérative des élections en 2016. Bien qu'avec un décalage que nous avions condamné, le même vidéo, nous les reprendrons. Mais la Cour constitutionnelle, n'oubliez pas que la Cour constitutionnelle
pourrait parler du recensement et puis avancer Oui, de mais trésor. non, mais qu'on fasse ce recensement dans le respect, du délai. Le délai, c'est quoi? Les élections doivent être organisées 5 ans après. Le président Tshisekedi, c'est un démocrate. Le président Tshisekedi est issu de la démocratie. Le président Tshisekedi est issu de cuistes politiques démocratiques. Et nous devons être regardants avec lui parce qu'avec lui, nous avions combattu la dictature. Merci beaucoup. Il peut bien organiser le recensement de la population. Il peut même survoler 80 000 fois dans le ciel en une seule condition, que la question électorale en 2023 soit une question de la vie ou de la mort. Merci beaucoup, monsieur Louis-François. Merci beaucoup pour l'invitation. Libre penseur, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h à Béni, 19h ici à Kinshasa. Il sera aussi 15h à New York. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.